Bon retour parmi nous, chercheuse. La semaine dernière, vous étiez à un dîner, ou à une réunion de famille, ou dans ce cercle d'amis que vous étiez censé aimer retrouver. Et à un moment, au milieu d'une conversation qui continuait autour de vous, vous êtes simplement parti. Pas vraiment, votre corps est resté là. Mais vous, intérieurement, vous étiez déjà ailleurs. Vous regardiez les gens autour de vous comme si vous les voyiez à travers une vitre. Les lèvres qui bougeaient, les verres qui se levaient, les rires qui éclataient au bon moment, avec le bon volume. Et vous, au milieu de tout cela, vous ressentiez une nostalgie qui n'avait aucun sens, parce que vous étiez entouré de monde. Vous êtes rentré chez vous plus tôt que prévu. Et sur le chemin, au lieu de ressentir de la culpabilité, vous avez ressenti du soulagement. Un soulagement que vous n'avez pas réussi à avouer à qui que ce soit, parce que l'avouer aurait confirmé ce que vous soupçonniez déjà à propos de vous-même. Que vous êtes en train de devenir une personne qui préfère sa propre compagnie à celle de presque tous ceux qu'elle connaît. Que quelque chose en vous est en train de changer, et que ce changement vous sépare d'un monde qui continue d'avancer sans même s'en rendre compte. La philosophe Elena Petrovna Blavatsky a consacré toute sa vie à comprendre ce qui se passe lorsqu'un être humain commence à s'éveiller à quelque chose de plus grand que lui-même. Et ce qu'elle a décrit avec une précision qui pourrait vous surprendre, c'est ceci. Cet éloignement n'est pas le début d'un problème, c'est le signe que quelque chose en vous a cessé de se contenter de la surface. Il existe un nom pour ce que vous vivez. Il existe une carte, et cette carte a plus d'un siècle de profondeur. Restez ici. Arrêtons d'appeler cela de l'introversion. Arrêtons d'appeler cela de la timidité, de l'anxiété sociale, de la fatigue ou une légère dépression. Arrêtons d'utiliser les étiquettes que le monde a créées pour réduire ce que vous vivez à une catégorie que l'on peut traiter, corriger ou dépasser. Parce que ce que vous vivez n'est pas un dysfonctionnement. C'est le fonctionnement juste de quelque chose qui a commencé à travailler en vous. Les traditions spirituelles l'ont toujours su. Le Vedanta appelle cela viveka, l'éveil du discernement, la capacité de la conscience à distinguer ce qui est réel de ce qui est construit. Le bouddhisme tibétain décrit des phases où le pratiquant entre dans des périodes de retrait nécessaires, non comme une punition, non comme un renoncement, mais comme une partie naturelle d'un processus d'approfondissement intérieur. Le néoplatonisme avec Plotin parlait d'épistrophée, le mouvement de retour de l'âme vers son origine. Et ce retour commence précisément par un désintérêt croissant pour les formes les plus denses de l'expérience. 3 traditions, 3 mondes culturels, des époques différentes, la même description. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un indice. Quand des cultures qui n'ont pas simplement copié les unes sur les autres arrivent à la même carte, elles ne décrivent pas une croyance. Elles décrivent quelque chose qu'elles ont observé encore et encore chez des êtres humains réels, pendant des millénaires. Il existe un nom pour ce que vous vivez. Cela s'appelle le retrait spirituel, pas la solitude, pas l'isolement. Le retrait. Et la différence entre ces mots ne se trouve pas dans ce qui se passe à l'extérieur. Elle se trouve dans tout ce qui se passe à l'intérieur. Elena Petrovna Blavatsky est née en 1831 en Russie, et elle a consacré les décennies suivantes de sa vie à quelque chose que presque aucun chercheur occidental de son époque n'avait fait avec la même profondeur et le même sérieux. Elle a voyagé, pas comme une touriste, pas comme une missionnaire, mais comme une personne qui avait besoin de comprendre, à la source, ce que les grandes traditions de sagesse du monde décrivaient lorsqu'elles parlaient de la nature humaine. Elle a étudié le Vedanta en Inde. Elle s'est plongée dans le bouddhisme tibétain. Elle a approfondi l'hermétisme et le néoplatonisme. Et ce qu'elle a trouvé, tradition après tradition, n'était pas un chaos de croyances contradictoires. C'était la même carte répétée dans des langages différents, décrivant le même territoire intérieur. En 1888, Blavatsky a publié La Doctrine secrète, l'œuvre qui a rendu cette convergence accessible au monde occidental dans une forme philosophique. Dans cette œuvre, elle a décrit avec précision ce que le Vedanta appelait l'Atman, ce que le bouddhisme associait à la nature de Bouddha et ce que l'hermétisme appelait le nous. Il s'agit du principe spirituel supérieur qui existe en chaque être humain et qui, lorsqu'il commence à se renforcer, transforme radicalement le rapport de cette personne au monde qui l'entoure. À ce principe, Blavatsky a aussi donné le nom de monade, l'étincelle qui appartient au champ de la conscience universelle
et qui, lorsqu'elle se réveille avec plus de force à l'intérieur d'une personne, commence à réclamer un type de silence que l'environnement collectif ne peut plus offrir. Le retrait que vous vivez n'est pas une absence de connexion. C'est la monade qui demande les conditions dont elle a besoin pour se manifester avec plus de clarté. Et Blavatsky a été la chercheuse qui a systématisé tout cela avec une précision qui, plus d'un siècle plus tard, conserve encore toute sa force. Et c'est précisément pour ce moment qu'a été développée la méthode AVE, non pour vous transformer en une autre personne, mais pour donner une structure pratique au processus de retrait que votre conscience est en train de traverser. Elle est construite directement sur les enseignements de Blavatsky au sujet de la monade et du principe spirituel supérieur. 7 minutes par jour. Celles qui ont commencé à l'utiliser décrivent quelque chose qu'elles n'arrivaient pas à nommer auparavant, mais qui, pour la première fois, a ressemblé à de la paix. Pas la paix d'avoir résolu un problème. La paix de comprendre qu'il n'y avait peut-être pas de problème. L'accès se trouve dans la description. Mais nous devons continuer, parce que ce qui vient maintenant est ce que presque personne n'a eu le courage de dire à voix haute à propos de ce processus. La fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil. Vous est-il déjà arrivé de dormir 8 heures et de vous réveiller aussi fatigué qu'au moment où vous vous êtes couché? Ce n'est pas un simple manque de repos. C'est une forme de dépense que le corps ne parvient pas à récupérer par le sommeil, parce qu'elle ne vient pas seulement du corps. Les traditions de sagesse décrivent l'énergie humaine comme quelque chose qui fonctionne par couches. La couche la plus superficielle se rétablit avec la nourriture et le repos physique. Mais il existe une couche plus profonde, ce que le Vedanta appelle le prana subtil, et que Blavatsky a intégré à sa description du champ énergétique humain. Cette couche se dépense autrement, et elle ne se régénère qu'avec un vrai silence, le silence des stimulations, le silence des demandes, le silence de cette présence performative que l'on attend de vous. Lorsque la monade commence à travailler avec plus d'intensité, elle puise précisément dans cette couche plus profonde. Et le contact social, tel que la modernité l'a structuré, disponibilité constante, réponse immédiate, présence permanente, épuise ce champ sans jamais lui permettre la recomposition nécessaire. La fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil, c'est le champ énergétique qui demande le retrait. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une communication. Dans les prochaines 24 heures, observez. Quand la fatigue apparaît, arrive-t-elle après un contact social ou après un moment de silence? La réponse vous dira davantage sur ce dont vous avez besoin que beaucoup de jugements extérieurs ne l'ont jamais fait. La vraie fatigue ne demande pas toujours un lit. Parfois, elle demande le silence, les conversations qui semblent coûter plus qu'elles ne donnent. Vous terminez une conversation de 2 heures avec quelqu'un que vous appréciez et vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Vous ne parvenez pas à nommer ce que c'est, mais vous savez que vous êtes sorti de cette rencontre moins entière qu'en y entrant. Le bouddhisme tibétain décrit ce qu'il appelle la conscience de base, un champ de perception qui existe sous la pensée discursive et qui est extrêmement sensible à la qualité de présence qu'il rencontre. Lorsque cette conscience de base s'approfondit chez une personne, elle commence à réagir à ce que les conversations portent en elle d'une manière beaucoup plus intense qu'avant. Pas seulement au contenu, mais au niveau d'où vient la conversation. Blavatsky a décrit avec précision que dans les phases d'expansion du principe spirituel supérieur, la capacité de perception subtile s'intensifie avant même que la personne ait le langage nécessaire pour expliquer ce qu'elle perçoit. Vous sentez qu'il y a quelque chose de superficiel dans une conversation avant même de pouvoir dire quoi. Vous sentez le poids d'une énergie avant même de pouvoir la nommer. Cette hypersensibilité n'est pas un caprice. C'est le champ spirituel qui commence à fonctionner avec plus de clarté. Cessez de vous excuser d'avoir besoin de conversations qui viennent d'un lieu réel. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la conscience qui reconnaît ce qui la nourrit. Toute présence ne nourrit pas. Et reconnaître la différence n'est pas de la solitude, c'est du discernement. Le silence qui commence à sembler plus plein que le bruit. Il existe un moment dans le processus d'éveil où le silence cesse d'être une absence et devient une présence. Vous êtes seul dans une pièce, sans écran, sans musique, sans rien. Et au lieu de ressentir de l'angoisse, vous sentez quelque chose qui ressemble à une arrivée, comme si vous aviez enfin trouvé l'endroit vers lequel vous essayez d'aller depuis longtemps. Le néoplatonisme, en particulier dans l'œuvre de Plotin,
décrit ce qu'il appelle la conversion de l'âme. C'est le moment où la conscience cesse de chercher dans les stimulations extérieures ce qui ne peut être trouvé que dans l'approfondissement intérieur. Ce n'est pas un moment de renoncement, c'est un moment de reconnaissance. L'âme découvre que ce qu'elle cherchait dehors a toujours été ici, à l'intérieur, attendant que le bruit diminue assez pour pouvoir être perçu. Blavatsky a cartographié cette transition comme l'un des signes les plus fiables que le principe spirituel supérieur a commencé à s'exprimer avec plus de force dans une vie. Lorsque le silence devient habitable, puis peu à peu préférable, cela signifie que la monade a trouvé les conditions de sa manifestation. Les prochains soirs, essayez de passer 10 minutes sans aucune stimulation extérieure avant de dormir. Pas comme une méditation formelle, simplement comme une écoute. Observez ce qui apparaît. Au début, cela peut être de l'inconfort, mais cela peut aussi être la première fois où vous vous entendez vraiment. Quand le silence commence à sembler plein, c'est que vous êtes enfin présente en lui. La sensation d'avoir toujours vécu légèrement hors de votre place, cela ne date pas d'aujourd'hui. Si vous prenez le temps d'y penser, vous réaliserez que cette sensation de ne jamais appartenir entièrement à aucun groupe, de ne vous intégrer que jusqu'à un certain point, d'être présente sans jamais l'être complètement, n'a pas commencé récemment. Elle a toujours été là. Ce qui a changé, c'est que maintenant vous ne pouvez plus l'ignorer. La chercheuse Helena Blavatsky a passé 40 ans à réunir ce que le Vedanta, le bouddhisme et l'hermétisme enseignaient séparément. Et ce qu'elle a trouvé, c'est que tous décrivaient le même phénomène. Certaines consciences arrivent sur le plan physique avec un niveau de développement spirituel qui les rend structurellement incompatibles avec certaines formes d'existence collective, pas supérieures, incompatibles. La distinction est essentielle. Un instrument accordé sur une fréquence précise ne joue pas en harmonie avec des instruments accordés autrement. Cela ne le rend pas meilleur. Cela signifie simplement qu'il est accordé différemment. Et forcer cette harmonie ne produit pas de musique. Cela produit une dissonance qui s'accumule, jusqu'à ce que l'instrument cesse tout simplement de jouer. Ce que vous avez interprété toute votre vie comme un défaut social, dans la carte systématisée par Blavatsky, est la signature d'une conscience en fréquence d'approfondissement. Le problème n'a jamais été vous. Le problème a été d'essayer, pendant des années, de forcer le mauvais accord. Vous n'êtes pas difficile à aimer. Vous êtes rare à comprendre. Et ce sont deux choses complètement différentes. L'appel qui n'a pas d'adresse. Vous sentez que vous avez quelque chose à faire. Vous ne savez pas quoi. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment. Mais la sensation est là, persistante, parfois urgente, souvent frustrante, parce qu'elle n'a pas encore assez de forme pour devenir une action. Vous vous retirez, vous restez en silence, vous attendez, et rien n'arrive avec la clarté dont vous auriez besoin. Mais la sensation ne disparaît pas. Dans la carte théosophique de Blavatsky, cet appel sans adresse n'est pas une simple ambiguïté existentielle. C'est la voie de ce qu'elle décrivait comme le principe du mental supérieur, la couche de la conscience qui agit au-dessus de la pensée quotidienne et qui commence à communiquer lorsque la personnalité devient enfin assez silencieuse pour l'entendre. Cette voie n'arrive pas avec des instructions. Elle arrive avec une direction, avec un sens de l'orientation qui n'est pas forcément rationnel, mais qui, pour cette raison même, peut être plus fiable que beaucoup de décisions prises par le mental ordinaire. Le retrait est l'espace où cette voix peut se faire entendre, pas comme une révélation spectaculaire, mais comme une clarté croissante qui s'installe peu à peu, jour après jour, silence après silence. Ne forcez pas cet appel à prendre forme avant le moment juste. Ce dont il a besoin de vous maintenant, ce n'est pas de l'action, c'est de l'attention. L'âme parle en fréquence, pas en mots, et pour l'entendre, il faut d'abord cesser de parler plus fort qu'elle. L'étrange paix de ne plus avoir à expliquer quoi que ce soit. Il existe une étape du processus de retrait qui est plus difficile à admettre que toutes les autres. Vous cessez d'essayer de convaincre les gens. Vous cessez de justifier pourquoi vous n'êtes pas venu, pourquoi vous ne voulez pas, pourquoi vous avez besoin de silence, pourquoi ce qui semble manquer à tout le monde ne vous manque plus. Et avec cet abandon de la justification, quelque chose d'inattendu se produit. La paix. Pas la paix d'avoir résolu quelque chose. La paix d'avoir cessé de porter une preuve que personne ne vous avait vraiment demandé. Blavatsky décrivait la personnalité,
cet ensemble de masques, d'habitudes et d'adaptations que chacun construit pour se déplacer dans le monde social comme une structure transitoire. Réelle mais non permanente, fonctionnelle mais non essentielle. Lorsque la monade commence à se renforcer, la personnalité perd peu à peu le monopole des décisions d'une vie. Et l'une des premières choses que la personnalité fait lorsqu'elle perd ce monopole, c'est cesser d'avoir besoin d'approbation. Ne plus avoir besoin de s'expliquer n'est pas de l'arrogance. C'est la conscience qui sort de la défensive. C'est l'esprit qui cesse de demander la permission d'exister. Lorsque vous cessez d'avoir besoin que les autres comprennent, ce n'est pas parce que vous avez renoncé aux gens. C'est parce que vous avez enfin cessé de renoncer à vous-même. Maintenant, retournons ce scénario. Le monde moderne a créé un consensus silencieux sur ce que signifie avoir une vie saine et connectée. Présence constante, disponibilité, réciprocité immédiate, réponse rapide, agenda rempli. Et dans ce consensus, celle qui s'éloigne est regardée avec suspicion. Celle qui préfère son propre silence reçoit un diagnostic. Celle qui ne parvient pas à maintenir une présence sociale au rythme collectif reçoit une étiquette. Voici ce que les traditions ont toujours su, et qu'aucun consensus moderne ne vous dira. L'éloignement n'est pas le problème. L'éloignement est la réponse. La conscience qui commence à s'éveiller au-delà de la surface ne peut plus continuer à fonctionner au même rythme que celles qui restent encore à la surface. Non parce qu'elle serait supérieure, mais parce qu'elle se trouve sur une fréquence différente. Et forcer cette conscience à rester dans un rythme qui ne lui appartient plus ne produit pas de l'intégration. Cela produit de la fragmentation. Ce que vous avez interprété comme votre incapacité à vous connecter, Blavatsky le décrirait comme le refus de la monade de continuer à se dissoudre dans une fréquence collective qui ne correspond plus à son niveau de développement spirituel. Ce n'est pas du rejet, c'est de l'intégrité énergétique. Et la phrase que vous emporterez d'ici est celle-ci. Vous ne vous éloignez pas des gens, vous cessez de vous perdre en eux. Imaginez une femme. Appelons-la monsieur. Elle a passé toute sa vie à être décrite par les personnes autour d'elle comme trop intense, difficile, quelqu'un qui pense trop, qui ressent trop, qui n'arrive pas à se contenter de ce qui suffit à tout le monde. Monsieur a essayé pendant des années de s'adapter. Elle acceptait les invitations même lorsqu'elle ne voulait pas y aller. Elle soutenait les conversations même lorsqu'elle sentait qu'elle se vidait. Elle souriait au rythme que l'environnement attendait d'elle. Et à la fin de chaque semaine, elle rentrait chez elle avec une fatigue qu'elle ne parvenait pas à nommer, parce qu'elle n'était pas physique. C'était quelque chose de plus profond, comme si elle avait laissé des morceaux d'elle-même dispersés dans chaque endroit où elle était passée. Jusqu'à ce qu'un soir quelconque, après une nouvelle sortie terminée plus tôt que prévu, monsieur cesse d'essayer. Pas de façon dramatique, pas avec une grande décision. Elle a simplement arrêté. Elle est restée chez elle. Elle est restée en silence, pendant des jours, pendant des semaines. Et elle a attendu le verdict intérieur qui venait toujours dans ces moments-là. La culpabilité, la sensation d'échouer en tant que personne sociale, la peur de devenir quelqu'un que les autres oublient. Mais le verdict n'est pas venu. Ce qui est venu était différent. Une clarté qu'elle décrirait plus tard en cherchant ces mots, comme la sensation que quelque chose en elle avait cessé de s'excuser d'exister. Elle ne savait encore rien de la monade, elle ne savait rien du retrait spirituel. Mais elle reconnaissait ce qu'elle ressentait, et ce qu'elle ressentait disait ceci. Ceci, c'est moi. Ce qu'il y avait avant, c'était celle que j'essayais d'être. Bien plus tard, en feuilletant la doctrine secrète de Blavatsky, M.C. a trouvé le langage de ce qu'elle avait vécu avant même de pouvoir le nommer. La distinction entre personnalité et individualité, entre ce qui est construit par le monde et ce qui demeure quand le monde cesse de regarder, entre le masque fonctionnel et l'étincelle qui existe sous tout ce qu'on lui avait appris à être. Elle ne s'était pas isolée, elle était arrivée à elle-même. La différence entre se perdre et se retrouver a parfois la même apparence de l'extérieur. Ce qui change, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Je sais qu'une objection peut maintenant se former en vous, et elle est juste. Comment savoir que ce n'est pas une dépression? Comment savoir que ce n'est pas de l'évitement? Comment savoir que je n'utilise pas un beau langage spirituel pour justifier quelque chose qui a besoin d'aide? Ce n'est pas du mysticisme, c'est une question concrète,
qu'elle a une réponse concrète. La différence entre le retrait spirituel et l'isolement qui demande de l'attention ne se trouve pas dans l'intensité. Elle se trouve dans la direction. Le retrait spirituel a du mouvement à l'intérieur, même si, à l'extérieur, tout semble immobile. Il y a une sensation de processus en cours. Quelque chose se réorganise. Le silence a une texture. Il a un poids fertile. Il semble plein, même lorsqu'il est calme. L'isolement qui demande de l'attention est différent. Il contient de la stagnation à l'intérieur. Le silence est vide, pas plein. Il n'y a pas de sensation de processus. Il y a une sensation de paralysie. Et très souvent, il y a aussi l'absence de tout désir que cela change. Vous n'avez pas besoin de croire quoi que ce soit avant de vérifier. Vous avez seulement besoin d'observer votre propre expérience avec honnêteté. Si, dans le retrait, ce que vous sentez est un silence vide, sans direction, sans le moindre éclair d'un processus intérieur, cela n'invalide pas ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Cela signifie seulement qu'il y a quelque chose qui a besoin de soutien avant que le retrait puisse devenir ce qu'il devrait être. Et chercher ce soutien ne signifie pas abandonner le chemin spirituel. Cela signifie l'honorer. Blavatsky n'était pas religieuse au sens conventionnel. Elle était une chercheuse. Et les chercheuses sérieuses savent reconnaître quand le terrain doit être préparé avant la semence. Il ne s'agit pas de croyance, il s'agit de reconnaissance. Et parfois, la reconnaissance la plus courageuse consiste à admettre que nous ne sommes pas encore prêtes pour le silence que nous voulons habiter. Vous êtes arrivés jusqu'ici en portant probablement une version de cette histoire qui commençait par la mauvaise question. La mauvaise question était celle-ci. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? La bonne question, celle que les traditions ont toujours posée et que Blavatsky a systématisée avec plus de précision que presque tout autre chercheur de son époque, est différente. Qu'est-ce qui, en moi, essaie d'émerger et a besoin de conditions que le monde autour de moi n'offre plus? Cette question ne soulage pas forcément le malaise immédiatement, mais elle transforme le malaise en information. Et lorsque le malaise devient une information, vous cessez d'essayer de le guérir et vous commencez à l'écouter. Le chemin que nous décrivons ici n'est pas pour tout le monde. Pas dans le sens où certaines personnes le mériteraient et d'autres non, mais dans le sens où tout le monde n'est pas arrivé au point où sa propre conscience commence à réclamer plus que ce que le monde collectif offre. Celle qui est arrivée à ce point le reconnaît, pas à cause d'un sentiment de grandeur, mais à cause de l'épuisement provoqué par le fait de prétendre qu'elle n'y est pas encore. Blavatsky a consacré sa vie à systématiser une carte capable de rendre ce chemin moins solitaire, au sens le plus profond du mot, pas moins silencieux, moins désorienté, avec la sagesse de civilisations entières qui vous disent « D'autres sont venus ici avant vous, et ils sont arrivés. Vous marchez sur un chemin que l'humanité parcourt depuis des millénaires, dans le silence, dans le retrait, dans des périodes d'éloignement qui semblaient fausses de l'extérieur, mais qui étaient parfaitement nécessaires à l'intérieur. Ce que vous vivez n'est pas nouveau, c'est ancien. Assez ancien pour avoir un nom, une carte et une direction. L'instruction pour les prochaines 24 heures est simple. Lorsque le prochain désir de vous retirer apparaîtra, et il apparaîtra, ne le remettez pas immédiatement en question. Laissez-le exister un moment sans jugement. Observez simplement. Ce désir m'éloigne-t-il de quelque chose ou me ramène-t-il à moi-même? Ne forcez pas la réponse. Attendez. La réponse vient de l'intérieur. Et elle vient lorsque le chant autour de vous devient assez silencieux pour que vous puissiez l'entendre. L'humanité a passé des millénaires à apprendre que le silence n'est pas une absence. C'est le lieu où l'essentiel peut enfin parler. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose a déjà changé. Pas parce que vous avez décidé de changer, mais parce que comprendre vraiment quelque chose, de l'intérieur vers l'extérieur, est déjà une forme de transformation. Même si vous ne cliquez pas maintenant, ce que vous avez compris ici a déjà changé quelque chose. La méthode AVE a été construite pour continuer ce que vous ressentez en ce moment. A comme alignement, apprendre à distinguer quand le retrait que vous ressentez est la monade qui demande de l'espace pour s'exprimer, et quand c'est la personnalité qui tente de fuir quelque chose qui doit être traversé. Cette distinction change tout dans la manière dont vous habitez votre silence. V comme vibration. Recalibrer le champ énergétique
après des périodes de présence sociale qui ont drainé plus que ce qui vous appartenait de donner, en rendant à la conscience la fréquence à partir de laquelle elle fonctionne avec plus de clarté et moins d'effort. E comme essence. Vous reconnectez au principe spirituel supérieur que Blavatsky décrivait comme la partie de vous qui existait avant tout ce qu'on vous a appris à être et qui continue d'exister sous chaque couche d'adaptation que le monde vous a demandé. Des centaines de personnes qui vivaient exactement cette fatigue sans nom, cette sensation de n'appartenir complètement à aucun endroit, racontent avoir trouvé dans la méthode AVE la première structure qui ne leur demandait pas de faire semblant d'aller bien avant d'aller vraiment mieux. L'accès complet se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Laissez dans les commentaires un seul mot. Il n'a pas besoin d'être expliqué. Il n'a pas besoin d'avoir du sens pour quelqu'un d'autre que vous. Seulement le mot qui décrit ce que vous emportez de cette vidéo. Et si ce contenu est arrivé à un moment où vous aviez besoin que quelqu'un nomme ce que vous étiez en train de vivre, envoyez-le à une personne qui est peut-être chez elle en ce moment, en silence, en train de se demander s'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Non, il n'y a rien. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de ce qui se passe lorsque le retrait se termine et de la manière de reconnaître le moment où la conscience est prête à revenir dans le monde depuis un lieu différent de celui d'où elle était partie. C'est un territoire que peu de personnes ont cartographié avec la précision que vous trouverez ici. Restez tout près.